Cette histoire commence par du vide. Tellement de vide qu'il n'y a rien, même pas un peu de lumière. Un vide tellement grand qu'il serait tout simplement inconcevable d'y trouver une limite. Pourtant, et sans que l'on sache comment, à partir de ce rien, il s'est produit quelque chose. Dans une extraordinaire explosion d'énergie se sont formées trois grandes constantes auxquelles plus rien ne pourra échapper. La gravité, l'espace et le temps. Ces trois constantes permettront à la matière produite pendant les premiers instants de cette dimension de façonner ce que l'on nommera l'univers. Par agglomération, apparaîtront les premiers systèmes solaires et leurs planètes, puis, si la chance et la concordance des trois constantes le permettent, apparaîtra la vie. Avec le temps, cette vie prospérera dans un espace qui la transformera. Des organismes unicellulaires évolueront en êtres pluricellulaires, de plus en plus complexes, qui, par la force de milliards d'années, donneront de super-organismes. Capables de manipuler les atomes, ils créeront de toutes pièces de magnifiques bottes en caoutchouc, dans lesquelles ils pourront se questionner sur le sens même de cette vie dont ils sont l'aboutissement. Si l'évolution a pu permettre à ces organismes de concevoir de telles choses, et si de la même façon, elle avait pu doter l'ensemble du vivant de la capacité de penser, alors l'homme est bien le seul être totalement obsédé par le sens de son existence et de sa présence sur Terre, à tel point qu'il a imaginé que tout aurait été créé volontairement par une batterie de puissance divine. Cependant, la véritable question que nous sommes en droit de nous poser ne concerne ni les dieux, ni leur motivation, mais bien pourquoi l'homme a-t-il besoin d'avoir les pieds dans l'eau pour penser à tout ça? Dans cette mare, l'intérêt d'une telle problématique ne revêt qu'une importance toute relative. Les organismes qui la peuplent n'ont pas le loisir de porter des bottes, et leur indifférence à la grande question de la vie, de l'univers et du reste est très probablement équivalente à l'intérêt que l'homme porte au sens même de la sienne. En revanche,
Si l'on met l'homme de côté et que l'on s'attarde sur cette mare, on pourrait facilement imaginer ses habitants enclins à remettre en question le sens de leur vie. Les rares endroits dans lesquels on peut rencontrer l'Epidurus apus sont sous l'influence de deux facteurs, une temporalité restreinte et une incertitude totale. Le premier facteur définissant le temps de présence de la mare en fonction des aléas climatiques est une variable absolument aléatoire. Le second, qui détermine son renouvellement, résulte de la corrélation entre le cycle saisonnier et des aléas climatiques. Ces zones humides, qu'il s'agisse de mares ou bien de petits cours d'eau, ne sont présents qu'une partie de l'année, et du fait de cette influence, on ne sait ni quand ni combien de temps de tels milieux seront présents. Ils sont temporaires. Malgré cela, leur apparition n'est pas totalement chaotique. Ils se soumettent, comme la plupart des éléments présents sur Terre, au cycle des saisons. Des modifications climatiques récentes ont eu tendance à altérer quelque peu ce cycle. On pourrait alors tout simplement les interpréter comme une variable supplémentaire au facteur d'incertitude. Seule constante, en revanche, ces milieux abriteront toujours de la vie. L'Epidurus apus étant un animal entièrement aquatique, lorsque sa mare s'assèche, il meurt, purement et simplement. Chose qui pourrait laisser penser que c'en est fini de sa présence à cet endroit. Pourtant, et contre toute attente, on le retrouvera au prochain renouveau de la mare. Et ce, même si pendant plusieurs années, aucune goutte d'eau ne touche le sol. Ce qui paraît plus étrange encore, c'est que l'Epidurus arrive à recoloniser cette mare alors qu'il n'a pas pu en sortir. Et en admettant que c'eût été le cas, il n'aurait eu qu'à la quitter avant qu'elle ne se vide. Si une telle chose avait été possible, l'Epidurus aurait probablement même fini par se fabriquer des bottes. En réalité, il s'est parfaitement adapté à son environnement, à tel point qu'on ne le trouve que dans les zones humides temporaires. Comme une partie des branchiopodes, son cycle de vie comprend une étape dans laquelle une déshydratation totale du milieu est nécessaire. Pour franchir cette étape, l'Epidurus apus pond des œufs dits de résistance. Cette caractéristique vient de leur capacité, après avoir été pondus dans l'eau, à ne pas éclore. C'est-à-dire que ces œufs qui, initialement, auraient besoin d'eau pour se développer, ne le font pas. Admettons-le, ceci est assez absurde. Il s'agit en réalité d'un moyen pour persister dans ce type de milieu précaire. Les œufs, lorsqu'ils sont pondus, sont en diapause, état de latence qui leur permet de ne pas éclore juste après la ponte, mais beaucoup plus tard, dans de meilleures conditions. La déshydratation totale de l'œuf signale à celui-ci qu'il peut enfin sortir de sa diapause s'il est immergé suffisamment longtemps. Cependant, les deux facteurs régissant ces mares, pouvant aussi vite les remettre en eau que les vider, il suffirait d'un printemps chaud et précoce pour décimer une population entière de l'Epidurus, et ce, avant même qu'elle ait complété son cycle biologique. Pour éviter un tel cataclysme, les œufs font appel à un procédé aussi efficace qu'hasardeux. Tous n'écloreront pas. Il restera alors, enfoui dans les sédiments, une banque d'œufs prêts à l'emploi. Le développement de ces œufs est d'une rapidité stupéfiante pour les humains.
il suffit d'à peine 48 à 72 heures pour que des larves naissent. On pourrait croire que l'incubation ne dure pas longtemps, mais si on rapportait cette période à notre espérance de vie, elle prendrait environ 19 mois. Les larves, appelées nauplies, que ce soit celles de l'Epidurus apus ou d'un autre branchiopode, ne sont quasiment pas différenciables. 30 heures après l'éclosion, ces dernières se sont déjà métamorphosées en petits Lepidurus. Par une succession de mues, ils passeront d'une taille de moins de 2 mm, environ 6 à 8 cm, avant de pondre et mourir lyophilisés. Ce que l'on sait sur la reproduction de l'Epidurus apus est encore assez flou. Il fut un temps question de parthénogénèse chez certains individus, mais cela s'apparenterait plus à de l'hermaphrodisme. Il y a bel et bien une différenciation des sexes. Cependant, la reproduction sexuée ne serait pas systématique, chose assez difficile à concevoir pour un humain. Ce dernier passe peut-être trop de temps à se demander ce qu'il fait sur cette planète, pour pouvoir s'intéresser davantage aux branchiopodes peuplant ces milieux qui lui semblent parfois aussi inutiles qu'insignifiants. Il ne se contente alors que d'émettre des hypothèses fondées sur ce qu'il sait déjà. Malgré le peu d'observations et le défaut de nos connaissances qui témoignent d'un certain manque d'intérêt pour cet animal, on sait quand même quelque chose sur lui. Par exemple, l'Epidurus apus n'est pas difficile, en tout cas lorsqu'il s'agit de manger. Il passe la plupart de son temps libre à remuer la vase avec la partie frontale de sa carapace, à la recherche de nourriture. Son régime alimentaire se compose essentiellement de tout ce qu'il peut trouver. Il mange aussi bien du phytoplancton que des plantes aquatiques, n'hésitant pas s'il le peut à croquer dans un ou deux petits branchiopodes, et parfois même dans un tétard. Il est aussi capable de s'attaquer à certains de ses congénères en pleine mue. Si la mare lui offre le gîte, elle offre également le couvert à une multitude d'autres espèces. Lorsqu'elle commence à regorger de l'Epidurus et d'autres petits occupants, les grands oiseaux migrateurs, tout comme les locaux, n'ont qu'à mettre les pattes sous la table pour se nourrir. Il faut noter que, pour l'Epidurus apus, manger c'est bien, mais être mangé c'est mieux. Effectivement, ces œufs capables de résister à la sécheresse durant plusieurs années peuvent sans souci transiter dans le tube digestif d'un oiseau. Ce caractère qu'il partage avec le Triops aurait permis à celui-ci de coloniser l'Australie depuis l'Alaska ou inversement, grâce à la migration des bargerousses. C'est de cette façon que les branchiopodes comme l'Epidurus colonisent de nouveaux milieux, en faisant voyager clandestinement leurs œufs. Il serait même possible que l'homme, avec sa paire de bottes, lui ait déjà rendu ce service, marchant de mare en mare, pendant ses escapades réflexives. À ce sujet, et en parlant de bottes, il est amusant de savoir que branchiopode, employé depuis le début, signifie étymologiquement « pied avec des branchies ». Étonnamment, l'Epidurus apus, qui appartient à cette classe, s'appelle apus, en grec ancien, sans pattes. C'est un paradoxe amusant de la taxonomie de cet animal, qui n'a aucune importance quelconque, sinon celle de faire penser que s'il avait pu se fabriquer des bottes, il ne pourrait pas les porter. Le Lepidurus apus appartient à l'ordre des Notostracées, qui regroupe l'ensemble des branchiopodes possédant un bouclier céphalothoracique dorsal. Cet ordre ne regroupe qu'une seule famille, les Triopsidés. Au sein de cette même famille, il y a deux genres, les Lepidurus et les Triops, assez similaires mais facilement identifiables. Pour cela, une observation de l'abdomen suffit. Si au bout de celui-ci, entre les deux cerques, se trouve un tel son en forme de nageoire, il s'agit du genre
l'Épidurus. Le Triops est en général plus grand, mais ce sont là les seules différences morphologiques visibles entre ces deux genres. L'Épidurus, en partie protégé par son bouclier céphalothoracique, qui lui recouvre la tête, le thorax et une partie de l'abdomen, reste cependant confronté à un problème. D'environ 3 cm, son bouclier devient totalement inutile face à un grand prédateur à plumes. Ce bouclier semblerait plus efficace face à des adversaires de sa dimension. Les membres du genre Triopsidés ont une certaine ressemblance physique avec les limules, tout en restant pour le moins phylogénétiquement très éloignés de celles-ci. Cette particularité physique et son aspect plus primitif font que l'on a tendance à dire que l'Épidurus apus est un fossile vivant. Ce terme, totalement paradoxal puisque l'on ne peut pas être mort et vivant à la fois, serait à interpréter dans le sens du panchronisme. Le genre, qui n'a que très peu évolué physiquement, serait apparu il y a environ 250 millions d'années, ce qui ferait de l'Épidurus un animal 28 fois plus âgé que les premiers hominidés. On peut également constater que ces mêmes Triopsidés ont au passage essuyé la totalité des cataclysmes et des bouleversements qu'a connus la Terre jusqu'à ce jour, observant le tout depuis leur mare temporaire, soumis aux mêmes constantes depuis la nuit des temps. Qu'ils ont pu voir naître et s'éteindre les dinosaures, voler les premiers oiseaux, éclore les premières fleurs et apparaître les premiers hommes. On pourrait imaginer que l'Épidurus, comme il l'a déjà fait, assisterait à une nouvelle extinction, celle du seul être qui, totalement obsédé par le sens de sa vie, en aura causé la perte. Le seul qui, par peur de mourir, n'a pas réfléchi à ce qu'il causait. Qui, comme l'Épidurus apus peut-être, aurait pu se poser les bonnes questions et se contenter de vivre.